Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je me pose des questions concernant la douance. Comme parents, bien souvent, on trouve que nos enfants sont les plus fins, les plus créatifs, qui sont donc bons, qui apprennent vite. C'est normal, c'est sain. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de faire évaluer notre enfant parce qu'on pense qu'il peut avoir un haut potentiel intellectuel? Est-ce que ça touche seulement les enfants qui ont 100% à l'école? Est-ce que si on nomme que notre enfant est doué, ça veut nécessairement dire que ça va en faire un grand scientifique? Comment ça se passe dans le quotidien? Bref, ce sont toutes des questions que j'ai posées à deux professionnelles, doctorantes en psychologie, soit Catherine Simon-Paquet et Juliette François-Sévigny, à savoir comment ça se déroule. Ces filles-là, elles connaissent ça, la douance. Elles ont d'ailleurs compte Instagram Douance Science, podcast également. Donc, je vous mets les liens du balado sous la publication. Et dans le segment coup de cœur, je vous invite vraiment à y prêter oreille parce que j'ai discuté avec France Mansour, qui est sur le conseil d'administration de l'organisme Haut Potentiel Québec. Elle est également la maman de 3 enfants à haut potentiel intellectuel. Alors, France nous partage son histoire, comment le processus d'évaluation de ses enfants s'est déroulé, même les questionnements que ça lui a amené, elle, en tant qu'adulte, parce que il y a de cela quelques années, on n'en faisait pas d'évaluation, donc elle s'est demandé, est-ce que moi-même, je suis une personne douée? Bref, l'histoire de France est vraiment intéressante et vous allez en apprendre davantage sur l'organisme Haut Potentiel Intellectuel qui peut justement, si vous avez des questions, vous aider, vous fournir entre autres un quiz d'évaluation. Il y a des activités aussi qui s'adressent aux parents pour vous mettre en contact avec des professionnels parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais d'abord qu'on parle chez nos tout-petits, en tant que parents, là, on les aime tellement, nos enfants, on les trouve bons. Quelle est la différence entre un enfant doué pour quelque chose et la douance comme telle? Pouvez-vous la définir, cette douance-là? Mais d'emblée, on dit souvent que, les enfants qui ont une douance intellectuelle notamment, là, c'est des enfants en fait qui vont présenter des capacités intellectuelles qui vont dire supérieures à la moyenne. Donc, par exemple, ce sont des enfants là, qui vont traiter super rapidement l'information. Ce sont des enfants qui ont souvent beaucoup de connaissances étendues sur plusieurs sujets. Des enfants qui apprennent aussi rapidement, là, donc facilement. Mais il reste que même si un enfant n'a pas de douance intellectuelle, il peut être doué, par exemple, en sport ou, par exemple, être aussi doué, par exemple, au piano ou peu importe. Donc, on peut tout de même avoir certaines spécificités là, talentueuses là-dedans. Là. Mais j'imagine la douance intellectuelle. Avec le QI, entre autres, ça se mesure relativement facilement versus, par exemple, moi, je sais, j'ai étudié la musique, puis on parlait de l'oreille universelle. Ou en sport, hein, ceux qui vont percer, bon, je sais qu'il y a l'environnement qui influence, mais ceux qui vont percer les sports d'élite versus les loisirs, comment, comme parents, on peut mesurer ça? C'est vraiment difficile à mesurer d'un point de vue objectif, donc scientifiquement. C'est pour ça qu'en recherche, on se spécialise beaucoup sur la douance intellectuelle ou le haut potentiel intellectuel. Mais moi, j'aime beaucoup la théorie de François Gagné qui est la différence entre le talent et la douance. Parce qu'en fond, il y a beaucoup de personnes talentueuses. Le talent, c'est très dépendant de l'environnement. Donc, dès qu'on a un certain potentiel, on peut l'actualiser et ça devient un talent. Donc, on peut devenir super talentueux en musique, par exemple, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'à la base, on avait comme une douance musicale. Je comprends, mais la ligne est quand même mince. Exactement. Puis, il faut quand même un certain potentiel à la base qu'on va actualiser. T'sais, le potentiel, c'est ce qui est un peu inné, on est avec, mais c'est pas parce qu'on a un potentiel inné qu'on va l'actualiser en talent. Non plus. Fait que ça, c'est extrêmement difficile. Les études sur la musique, par exemple, sont pas tellement capables de distinguer quelqu'un qui est très talentueux de quelqu'un qui était doué, comme par exemple à la naissance. On sait pas. Ça doit être difficile de le mesurer dans le temps aussi parce qu'il a évolué dans son environnement. Mais là,
moi, je prends mon chapeau de maman aujourd'hui. Là, moi, j'ai 3 enfants, clairement. Ils ont le même papa, la même maman, mais ils sont tellement différents dans leur comportement, dans leur trait de caractère. Comment on fait comme parents pour tenter d'être à l'affût, peut-être, des talents ou vraiment des aspects sur lesquels nos enfants sont peut-être un peu plus doués, mais sans tomber non plus dans l'excès. Parce que comme parents, ça peut devenir grisant, enivrant de dire « Oh, mon enfant, là, il est doué dans telle chose, moi, je pousse. » Il y a des limites aussi, là. Mais généralement, on va le voir au niveau du développement de l'enfant, par exemple, qui présente là, une douance intellectuelle. Moi, je reviens souvent à ça, étant donné que c'est vraiment mon champ d'expertise un peu plus. Là. Mais c'est-à-dire des enfants qu'on va voir que très jeunes, ils vont être à la garderie, les éducatrices, là, ils vont dire « Oh mon Dieu, OK, mais il y a un super beau vocabulaire. Il dit des mots qui sont vraiment très bien articulés pour son âge comparativement aux autres enfants. » Puis il faut savoir qu'au niveau du développement du langage, c'est lui qui est le plus associé. Dans le fond, un enfant qui va avoir une précocité au développement du langage va généralement avoir plus de chances d'avoir des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Donc, on peut voir déjà là qu'au niveau du langage, il y a ça, mais également, par exemple, au niveau de la motricité, là, il peut quand même avoir certains décalages entre ces développements-là, par exemple du langage et moteur, là, mais il reste que généralement on peut voir au niveau du développement général qu'est-ce qu'on peut présager là que notre enfant sort de la moyenne à cet effet-là. Là. Et si justement l'enfant sort de la moyenne là, aujourd'hui ici on parle peut-être d'un 2-5 ans. Qu'est-ce qu'on fait comme parents? Est-ce que c'est nécessaire de poser un diagnostic, de l'amener consulter? Comment on devrait réagir? Mais entre 2 et 5 ans, on sait que, justement, les capacités vont être aussi vraiment très dépendantes de l'environnement et du niveau de stimulation. Donc, si les parents ont beaucoup de livres à la maison, des jeux éducatifs, qu'on le stimule beaucoup, on lui parle beaucoup, c'est sûr que l'enfant va développer ces capacités-là peut-être plus rapidement qu'un enfant qui n'a pas ce milieu-là très, très stimulant. Donc, en bas de 5 ans, en général, les psychologues sont très frileuses à donner des étiquettes, si je peux dire, là, au diagnostic. Poser un diagnostic. De donner comme vraiment un diagnostic ou une confirmation de douance, par exemple. La chose qu'on peut détecter, c'est justement ce dont on parlait de la dérogation scolaire. Donc, si, mettons, on a vraiment des interrogations à comment l'enfant va s'adapter au milieu scolaire, à ce moment-là, il y a certains parents qui vont dire « Est-ce que je vais faire une évaluation pour dérogation auprès d'un psychologue ou d'une psychoéducatrice. » Et là, pour les parents qui nous écoutent, qui savent peut-être pas c'est quoi. Dans le fond, notre enfant peut arriver dès l'âge peut-être de 4 ans et on se rend compte que dans son groupe, à la garderie, au centre à la petite enfance, il est vraiment là en avance sur la moyenne. À la limite, parfois, il a l'impression que ça avance pas assez vite à son goût. Il présente vraiment de l'intérêt à apprendre des choses à un niveau peut-être supérieur. Donc là, on peut se tourner. Est-ce que ça vaudrait la peine de valider peut-être avant avec notre pédiatre ou on vous conseille plus d'aller déjà vers des psychologues pour dire est-ce qu'on demande une dérogation scolaire? Ce qui voudrait dire qu'un enfant de 4 ans rentrerait déjà en maternelle ou à 5 ans passerait déjà la première année, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a quand même des psychologues qui font des séances d'information. Je sais qu'il y en a en ligne, entre autres, là, au centre de dérogation scolaire. C'est vraiment intéressant parce que là, il présente vraiment tout le processus d'évaluation, tout ce qu'on doit regarder avant, les critères qu'on utilise pour décider si l'enfant peut avoir une dérogation ou non. En fait, c'est beaucoup, est-ce que l'enfant a déjà des acquis? Si on veut qu'il rentre en première année, à ce moment-là, il doit avoir les acquis de la maternelle. Fait que les couleurs, les chiffres, les lettres, des choses comme ça. Mais si on veut qu'il entre en maternelle plutôt, à ce moment-là, ils vont regarder aussi le développement social. Est-ce qu'il est intégré aux autres enfants? Est-ce qu'il connaît, par exemple, les règles dans un groupe? Parce qu'en maternelle, il y a beaucoup d'enfants. Là. La maturité émotionnelle, j'imagine, parce que, bon, moi, ma fille, elle est née le 4 octobre. La date limite pour entrer à la maternelle, c'est le 30 septembre. Donc, pour 4 jours, ça nous a causé bien des maux de tête, je vous dirais, des réflexions, parce que comme parents, on veut prendre la bonne décision. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je me souviendrai toujours, la psychologue, de dire, n'oublions jamais, la maternelle, c'est une chose, la première année, c'est une chose, mais ça prend la maturité émotive pour passer au travers le cursus scolaire, même au secondaire. L'enfant va demeurer le plus jeune pour le reste de sa vie, de sa cohorte, probablement. Oui, c'est ça. Par contre, moi, j'ai un bémol quand même, parce que dans la littérature scientifique, ce qu'on voit, c'est que les enfants de milieux socio-économiques plus faibles sont moins prompts à avoir des dérogations, à accélérer, à avoir des mesures d'enrichissement. Et une des choses qu'il faut toujours regarder en compte, c'est que quand l'enfant est dans un environnement qui n'est pas propice à son développement, il va développer des manifestations comportementales. Donc, par exemple, des troubles de comportement. Okay? Donc, si les troubles de comportement nous empêchent, nous, comme parents ou comme intervenantes, de poser, mettons,
une suggestion de dérogation. Mais à ce moment-là, on pose préjudice à ces enfants-là. Donc, il y a toujours... Il y a toujours le revers, la médaille. Mais c'est pour ça qu'il faut voir une professionnelle de la santé. Ouais. C'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. Non, si on modifie pas nos critères puis qu'on n'a pas comme un jugement clinique, mais là, on peut induire des biais de genre, entre autres. Là. Et pour ceux qui se le demandent, là, ma fille, finalement, elle a eu la dérogation, elle est entrée, mais c'est un parcours, vous l'avez dit. Là. Moi, on parle de 3 rencontres avec une psychologue. On a fait vraiment son profil là, depuis la naissance. Elle a regardé à quel âge elle a acquis la propreté. Ouais. Je veux dire, elle était en avance, entre guillemets, là, dans plusieurs sphères. C'était au-delà des lettres, des chiffres, des couleurs. C'était bien au-delà de ça. Elle a fait même des tests, à savoir, elle est restée toute seule avec elle. Si nous, on sortait, comment elle allait réagir à ça au niveau du détachement, de la séparation. Des enjeux qu'on a évalués que nous, honnêtement, on pensait pas au moment où on a mis le pied dans ce chemin-là. Et voilà. Donc, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est la bonne décision? Mais je voulais juger parce que je vous dirais qu'autour de moi, les réponses sont mitigées. Il y en a qui étaient tout à fait d'accord avec notre processus, d'autres qui disaient, oh mon Dieu, laisse-la jouer, elle a tellement le temps d'aller à l'école. Mais bon, c'est l'avenir qui nous dira. C'est qu'on peut pas savoir, hein, ça dépend énormément de l'enfant, tu sais, comme tu dis, de son tempérament, de son intérêt envers l'école, sa curiosité, sa motivation. Après ça dépend tellement de chaque enfant. Tu sais, je pense qu'on peut pas non plus prédire l'avenir, là. Non, puis comme parents, on veut toujours le mieux pour nos enfants, on veut bien faire, on verra. Je vous en reparlerai dans quelques années, je vous réinviterai. Mais là, j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des mythes associés à la douance? Parce que je regarde, par exemple, dans l'environnement de mes enfants et il y en a certains qui peuvent sembler prédisposés justement à avoir de la facilité, entre autres au niveau là, vraiment de la douance intellectuelle. Ils ont toujours l'intérêt pour un livre, ils ont toujours l'intérêt pour découvrir des choses sur papier. Mais au niveau social, ça semble être un peu plus difficile. Est-ce que c'est un mythe d'associer douance et peut-être difficulté d'adaptation sociale ou c'est un trait? C'est définitivement un mythe. Là. Généralement, on voit que ce sont des enfants qui s'adaptent assez bien. Ils ont une grande capacité d'adaptation, puis également avec les pairs. Donc, c'est généralement un mythe là, qu'on peut voir là, par exemple, les émissions le Big Bang Theory, où qu'on voit le grand scientifique, là, je pense que c'est Sheldon, ou en tout cas, bref, qu'on voit qui est très comme, qui a de la difficulté avec les amis, puis à détecter les signaux sociaux, mais généralement, ce sont des enfants là, qui s'adaptent très bien à ce niveau-là. Et est-ce que ce serait, parce qu'on parlait tantôt d'environnement, notre rôle comme parents aussi de dire, si on voit que notre enfant a vraiment de l'intérêt pour les livres, tout ça, oui, on peut le stimuler, mais d'amener autre chose aussi. On parlait tantôt de musique, de sport. Est-ce qu'on peut tenter de stimuler les diverses facettes de sa personnalité, de ses talents dans son environnement, ou là, à la limite, on pourrait pousser trop? Je sais pas si vous comprenez ma question. Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir beaucoup d'opportunités dans l'environnement, tu sais, de pouvoir justement découvrir un petit peu, ça j'aime ça j'aime pas ça. Puis un des aspects pour les habiletés sociales, c'est que parfois les enfants ont de la difficulté à trouver des amis qui ont des intérêts en commun. Donc si l'enfant adore la gymnastique, mais mettons d'être dans un groupe de gymnastique, ça fait en sorte qu'il rencontre d'autres enfants qui aiment la gymnastique. S'ils adorent la lecture, ben là s'il y a des groupes à la bibliothèque, ils peuvent rencontrer d'autres personnes. Je pense que c'est ça qui pose problème parfois, c'est quand il y a comme pas d'intérêt commun. Donc, c'est comme plus difficile d'entrer en relation avec quelqu'un. Puis ça, c'est vrai qu'on est adulte aussi. Là, tout à fait. C'est pas pour rien souvent qu'on va choisir nos amis. C'est parce que ça clique sur quelque chose, que ce soit dans le travail ou même dans les activités sociales. Et comment, comme parent, doit-on agir si notre enfant, là, je parle d'un 3 ans, peut-être d'un 4 ans, arrive à la maison le soir puis dit « Maman, je m'emmerde. Je veux plus aller à la garderie ou je veux plus aller au CPE. J'aimerais aller à l'école, mais là, il est définitivement peut-être trop petit. » Qu'est-ce qu'on fait? Ça doit vraiment être déchirant pour ces parents-là d'emblée, parce qu'on voit finalement que l'enfant, il y a quand même de la détresse qui nous manifeste. Là, c'est ça, c'est littéralement ça. Exact. Puis qui s'emmerde finalement à la garderie, puis il y a déjà 3 ans. En fait, là, on dit souvent pour les enfants d'âge scolaire de voir qu'est-ce qui pourrait être ajouté aux alentours de ça. Par exemple, des activités, on va dire, parascolaires. Mais là, quand on est plus jeune, j'imagine qu'il y a également d'autres activités comme ça qui peut être fait juste simplement pour garder cette étincelle-là, le stimuler. Peut-être des responsabilités, même des fois, dire tu vas être mon assistant éducateur pour la journée, éducatrice, peu importe.
le genre de l'enfant, mais donc de lui, peut-être d'essayer de trouver des points de stimulation dans son environnement, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Puis je pense que, tu sais, d'emblée, quand on apporte ce point-là, finalement, avec les éducatrices à l'enfance là, dans la garderie, il y en a plusieurs, en fait, qui sont également ouvertes là, à ça, puis qui sont sensibilisées, finalement, à voir, OK, comment on fait pour les épanouir, finalement, ces enfants-là. Donc, d'emblée, j'imagine que ça doit être assez d'avoir la discussion également avec le milieu de garde, là, comment favoriser son bien-être dans tout ça. Puis avec l'enfant aussi, hein, parce qu'on propose souvent des solutions d'enrichissement pour les enfants, que ce soit à la garderie ou à l'école. Mais qu'est-ce que l'enfant a envie? Parce qu'il y a des enfants qui vont vraiment là, adorer l'aide éducatrice ou l'aide enseignante, faire du tutorat, mais il y en a d'autres que ça les intéresse vraiment pas. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute aussi parce que on veut pas qu'ils développent comme une aversion ou comme une démotivation mais extrême, là, qu'ils veulent plus y aller puis que là, ils ont des maux de ventre, des problèmes somatiques et tout. Donc, je pense que c'est vraiment d'aussi leur proposer des choix, de leur demander est-ce que tu aimerais plus être assistant ou, par exemple, lire par toi-même à côté ou genre être stimulé par un autre projet à côté. Je sais pas trop. Faire une activité qui stimule, peut-être que les autres, ça les intéresse pas trop. Ouais, donc être à l'écoute finalement de notre enfant, parce que j'avoue que souvent on va y aller avec des solutions que nous on a rationalisées comme adultes puis qui nous semblent bonnes pour nous, mais c'est peut-être pas ça du tout qui va répondre aux besoins de notre enfant. Et que pensez-vous du terme, des fois on dit ça, niveler vers le bas? Dans le sens où, si notre enfant démontre de l'intérêt pour les lettres, par exemple, pour apprendre à écrire, mais il n'est pas encore à l'école, puis on le sait que l'écriture, ça arrive plutôt vers la première année, puis que là, justement, il y a 3 ans, 4 ans, puis qu'il veut vraiment écrire, puis qu'on modère, disons, on n'encourage pas trop ça. Est-ce que c'est de niveler vers le bas ou est-ce qu'on devrait plutôt aller à son rythme, puis s'il le verbalise qu'il veut le faire, on le suit? Parce qu'en même temps, si on y en montre beaucoup puis qu'il n'est pas encore à l'école, bien là, au niveau de la motivation, ça va jouer aussi. Hein. Oui, clairement. Encore là, c'est bien touché, mais il reste que j'irais avec accompagner son enfant, de voir où est ses intérêts, puis de l'accompagner là-dedans. Puisque, en fait, autrement, je trouve que ça va être de retarder un peu le problème de voir finalement, puis après à l'école, de voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites à ce niveau-là, mais d'emblée de le suivre. OK, moi, c'est ça qui l'intéresse, on y va comme ça. Pas nécessairement d'imposer, nous, en tant que parents, OK, ben aujourd'hui, on apprend les lettres, mais si d'emblée, c'est ça qui l'intéresse, on y va. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va le stimuler, mais également favoriser son autonomie là-dedans. Oui, parce que souvent, ça arrive aussi des fois au 2e, au 3e de famille. Il voit l'aîné faire ses devoirs, par exemple. Ben là, lui aussi veut faire des devoirs. L'enfant se dit, ben moi aussi, je vais être grand. Parce qu'il y a la notion d'apprentissage, je pense, mais il y a la notion aussi d'être grand, de faire partie du groupe. Mais je pense que si on répond pas à son besoin, il va avoir aussi une frustration de sa part. Puis, on veut pas nécessairement que ses besoins soient toujours frustrés. Non. Parce que nous, on sait que dans 2 ans, il doit apprendre ça. Fait que comme j'ai dit, je pense que c'est bon de suivre aussi la zone d'apprentissage. Nous, on appelle ça une zone proximale, mais c'est comme que ça soit un petit peu plus difficile qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais pas trop. Tu sais, pour qu'il reste compétent. Pour qu'il vraiment. Oui, c'est ça. Il faut qu'il se sente compétent, mais que ça sorte un petit peu de ce qu'il est habituellement capable de faire, là, que ça soit un petit défi. Parce que c'est ça aussi qui va stimuler toute la curiosité dont je te parlais, l'étincelle dans les yeux. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai réussi à faire ça. Ouais. C'est comme, on veut ça aussi, là, qu'ils perdent pas cet intérêt-là à apprendre des nouvelles choses, à faire des choses qu'il n'a jamais fait. Fait que je pense qu'il faut garder ça en tête, mais c'est sûr que c'est toujours un petit peu un débat interne. Là. Puis j'ai l'impression que présentement, dans les milieux scolaires, là, on entend de plus en plus parler de douance, puis veut pas... il y a des mesures qui sont de plus en plus mises. Quand on repère finalement ces enfants-là au scolaire, là, ils se démarquent sur tel point, j'ai l'impression que de plus en plus le réflexe de venir les soutenir là-dedans pour pas que justement l'ennui vienne trop rapidement. Donc, malgré tout, de pas s'empêcher comme dès le préscolaire pour le scolaire. Ouais. Mais en tout cas, je sais que c'est encore en développement et tout, mais j'ai l'impression que ça s'en va vraiment sur la bonne voie dans le milieu scolaire par la suite. Et est-ce qu'on voit une différence entre les garçons et les filles, justement au niveau préscolaire, que ce soit la douance intellectuelle ou même, appelons-le, les talents pour les divers sports ou activités d'art, par exemple?
Mais les différences de genre, c'est quelque chose qui est très, très actuel en ce moment. Là. On en parle beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup d'études là-dessus. Là. On avait regardé un petit peu avec une collègue. Puis, on a tendance aussi à socialiser les filles et les garçons différemment. Donc, les élever un peu différemment. Donc, je pense que c'est comme difficile de déterminer qu'est-ce qui est vraiment propre à chacun. Puis, probablement qu'il y a beaucoup des différences qui sont vraiment comme induites justement par l'environnement parce qu'on va favoriser, mettons, l'apprentissage des lettres chez les filles, l'apprentissage des trucs moteurs chez les garçons. Fait que là, après ça, comme qu'est-ce qui était inné puis qu'est-ce qu'on a. C'est difficile à déterminer, hein. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a, tu sais, c'est 50-50%, autant de filles, 50-50 dans le sens qu'il y a autant de filles que de garçons doués. Dans le sens que dans tous les cas, tu sais, il reste que c'est une. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y aurait des différences, autrement dit. Même biologiquement, comme au niveau du QI, il n'y a aucune raison de croire qu'il y a des différences qui sont réelles. Quand on détecte des différences, on croit que c'est par rapport à l'environnement. Puis, il y a aussi le fait que les garçons ont plus place à on les permet plus d'exprimer leur colère. C'est vrai. Ou de leur incompréhension, tu sais, comme ils sont pas contents, ils vont l'exprimer. Les filles, on a plus tendance à faire comme, tu sais. Oui, garde ça pour toi. Puis, en fait, souvent, les enfants, quand on va repérer, tu sais, une douance, généralement, les enfants, ça va bien. Quand ça ne va pas bien, justement, quand on parle que l'environnement, par exemple, n'est pas adapté, ben, l'enfant va le manifester. Puis les garçons, comme disait Catherine, ça va être par des comportements plus extériorisés, par exemple, des crises de colère. Par contre, puis là, on va s'attarder, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis là, on va répondre à son besoin. Puis c'est là qu'on va voir, ben, cet enfant-là, finalement, est doué. Et bref, on va aller derrière le comportement pour voir le besoin, on va y répondre. Mais une petite fille, par exemple, qui intérioriserait ou qui aurait peut-être, tu sais, des fois, on va dire les filles sont plus sensibles ou qui aurait de la peine, puis que là, elle va se refermer sur elle-même. Peut-être que là, on n'agira pas aussi vite. Mais exactement, en fait, c'est ça, et c'est exactement ça qu'on voit. Donc, non, dans les écoles, même, par exemple, tu sais, quand on essaie de voir finalement les enfants qui ont ces caractéristiques-là pour les aider, on va plus repérer les gars que les filles. Là. Donc, puis même dans les études scientifiques, dans les échantillons, il y a vraiment plus de gars que de filles, alors que théoriquement, il y en a autant, là. C'est vrai. C'est juste qu'on les repère pas de la même façon. Oui, puis tu parlais de tristesse, mais je pense que chez les filles, il y a beaucoup de la tristesse qui est due à la colère, en fait, parce qu'on n'a pas de place pour exprimer notre colère. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça se peut parfois qu'on mélange ces émotions-là? La colère est là, mais comme on a tendance à mettre, si on prend l'exemple du couvercle sur la marmite, bien là, à un moment donné, la boule à l'intérieur, elle est là, elle est forte, mais au lieu de s'exprimer par des gestes ou des comportements, disons, un peu plus violents ou qui vont faire plus d'éclat, ben ça peut sortir en larmes, ça peut sortir autrement, mais c'est motivé par la colère. Oui, puis c'est de la détresse quand même. Ah oui. Donc, si l'enfant a beaucoup de détresse par rapport à l'école, par rapport au CPE, ben à la garderie, mais il faut comme l'adresser quand même. Là. Et quelqu'un qui a une douance intellectuelle, par exemple, là, dans les matières, disons, de base, mathématiques, français, tout ça, est-ce qu'il est automatiquement doué dans tous les domaines? Dans le sens où à l'école, on a des cours, tu sais, français, mathématiques, anglais, mais est-ce que ça se peut que là, ça aille super bien, puis qu'en éducation physique ou en musique, ça aille vraiment pas bien? Ben, généralement, une personne qui a une douance intellectuelle, par exemple, il y a des bonnes capacités d'apprentissage. Donc, par exemple, ça va bien en français. Généralement, ça va aller bien également dans les autres matières. Néanmoins, il reste que quand on est dans des cas de double exceptionnalité, donc quand il y a une douance et, par exemple, un autre trouble, par exemple, la dyspraxie, donc motricité globale ou motricité fine qui peut être touchée par ça, quand il y a cette double condition-là, bien là, peut-être qu'on va voir que justement, c'est des jeunes qui, dans le cours d'éduc, ça va, tu sais, le développement moteur va s'être fait moins facilement, donc on peut voir cette disparité-là. Mais néanmoins, ce sont des enfants qui vont généralement bien réussir. Là. OK. Ils ont une bonne capacité quand même d'adaptation vu leur quotient intellectuel peut-être un peu plus élevé, c'est ça? Oui, puis ça dépend aussi des matières dans le sens où si l'enfant aime pas les mathématiques, ça se peut qu'il ne performe pas dans cette matière-là. C'est parce que aussi j'ai l'impression que oui, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que des fois on pense que la douance c'est comme les résultats scolaires, donc tous les enfants qui ont des bons résultats sont doués et l'inverse non, mais c'est pas ça. Tu sais, la douance c'est vraiment quelque chose qui est comme à l'intérieur de la personne, un trait de la personne, mais ça veut pas nécessairement dire que la personne va avoir 100% dans toutes ses matières scolaires. Là. Mais ça, je pense que c'est important de le spécifier parce qu'effectivement, on a tendance à se dire, une moyenne générale au-dessus, par exemple, de 90, cet enfant-là a de la douance. Oui, mais non. Là. Non, c'est ça. Peut-être que l'enfant, si par exemple, s'ennuie vraiment beaucoup puis est dans la lune à moitié de la journée, mais il n'y aura pas nécessairement une bonne note à la fin. Là. C'est juste comme... C'est ça. On peut pas faire l'équivalence comme ça, oui. Et
En terminant, vous parlez beaucoup d'environnement. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que la littérature nous montre que l'environnement influence à un certain pourcentage, justement, le développement? Là, on parlait encore là de nos 2-5 ans, qu'on n'a pas nécessairement diagnostiqué la douance, mais que ça peut quand même jouer pour la suite? Bien, disons, en général, là, pas mal presque tous les traits psychologiques, là, c'est à peu près 50-50. Là. Fait que, il y a des petites variations selon les études, là, mais on sait qu'il y a quand même une forte composante génétique et une forte composante environnementale. Donc, ouais, en général, là, même quand pour même 50% qu'on peut, nous, comme parents, influencer, c'est beaucoup. C'est ça. Ça varie un peu là, selon les études, mais c'est quand même important. Là. C'est énorme. Et je veux vraiment là, finir sur la double exceptionnalité que tu parlais tantôt. Je prends un exemple, un enfant qui a un retard de développement moteur, disons qu'il va marcher plus tard ou tout ça. Ça veut pas nécessairement dire que c'est en lien avec son quotient intellectuel. Là. Ah non, pas au niveau, non exactement. Donc quand je parle de double exceptionnalité, là, souvent, tu sais, qu'on voit, moi c'est vraiment beaucoup le TDAH qui m'intéresse en lien avec la douance. Généralement, tu sais, quand on diagnostique tout seul un TDAH, là, c'est pas, dans les critères, il y a pas de retard là, de intellectuel. Donc c'est des enfants qui ont des bonnes capacités intellectuelles, même s'ils ont un TDAH. Là. C'est juste que quand on parle de double exceptionnalité, c'est quand il y a ces deux composantes-là qui vont venir comme interagir. Puis là, la vision, le portrait de la chose vient vraiment complexe, d'où l'importance d'avoir une évaluation assez approfondie parce que souvent, c'est ça qu'on va venir négliger. On voit pas la douance. Mais qui là, ou parfois ça fait on va pas voir le trouble associé alors qu'il est également là. Donc c'est comme si l'enfant il peut être parfois double perdant quand on voit pas ces deux conditions là, ou parfois c'est qu'il y a un pan qui est pas vu donc on répond pas totalement non plus à ses besoins. Et là, c'est pas facile. Et ça, nous comme parents là, disons dans le 2-5 ans encore, à quoi on devrait être sensible pour sans pousser trop non plus, mais pas attendre nécessairement qu'il soit rendu à l'école pour entre guillemets agir si on voit que au niveau comportemental c'est plus difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais généralement, par exemple, quand je parle du TDAH, souvent, ça va être diagnostiqué vraiment plus à l'âge scolaire parce que c'est là qu'on va le voir, tu sais, assis en classe et tout, que la concentration elle est moins là. Généralement, il y a aussi parfois, quand on voit que c'est très, très, très intense, par exemple, des symptômes d'hyperactivité, on peut le voir dès la garderie, là, sans problème. Mais il reste que souvent, c'est avec les parents qui vont identifier ça parce qu'il va voir le potentiel chez son enfant, mais que souvent, ça va être en lien avec l'école, ne s'actualise pas nécessairement avec les résultats scolaires. Donc, c'est là souvent qu'il va avoir la première petite il y a quelque chose qui cloche là. Donc avant le 2 à 5 ans, c'est assez difficile là, quand même parce que ça va vraiment être reflété par l'environnement scolaire, j'ai l'impression, le contexte dans lequel il va évoluer. Le cadre qui est plus rigide, on s'entend aussi. Mais je pense que j'aimerais juste ajouter rapidement une petite nuance aussi pour l'autisme parce qu'il y a la double exceptionnalité autisme et douance qui est quand même beaucoup discutée. Puis l'autisme, si on le soupçonne chez l'enfant, je pense que c'est ultra important d'aller chercher un avis professionnel, là, que ça soit un médecin, un pédiatre, infirmière, peu importe la personne dont vous avez accès, le psychologue et tout, parce que l'autisme, c'est important d'intervenir rapidement. Et donc, si on attend très longtemps, on perd une fenêtre où on aurait pu intervenir. Donc, s'il y a un doute d'autisme, peu importe si vous doutez qu'il y a une douance ou non, allez-y là. Il n'y a pas d'hésitation à avoir parce que c'est long en plus d'avoir des services. C'est ce que j'allais dire. Puis bon, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir des services privés non plus. Dans le réseau public, on sait qu'il y a des délais. Donc, probablement, si on a un doute comme parent, des fois notre instinct nous en dit beaucoup de s'écouter puis de dire j'ai un petit doute, lever la main peut-être auprès de notre médecin de famille, notre pédiatre, vraiment nos professionnels de la santé, et eux verront peut-être à nous guider vers le meilleur chemin et le plus rapide pour le bien-être de notre enfant. Et j'imagine aussi peut-être pas s'arrêter au premier diagnostic. Si on n'est pas sûr vers 3-4 ans, on va vers une démarche, ça aboutit pas nécessairement à quelque chose, mais que au niveau scolaire, il remonte des petits doutes, des comportements qu'on n'est pas certain. Ne pas hésiter à demander de l'aide une deuxième fois. Là. Oui, c'est ça, parce que je l'entends souvent pour les habiletés sociales notamment. Donc, c'est ça. S'il y a des soucis, vraiment, le consulter. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour France, merci d'être là. Merci à toi de nous avoir invités. J'aimerais aujourd'hui faire découvrir l'organisme Haut Potentiel Québec. Et France, on s'est parlé quelques minutes avant de débuter l'enregistrement, puis tu me disais, tu es maman de 3 enfants à haut potentiel intellectuel. Parle-nous-en un peu. Comment ça s'est passé dans ta famille? Quels ont été peut-être les premiers éléments qui t'ont fait te dire « Ah, peut-être que c'est du, tu sais, qu'il se passe quelque chose, que ça mériterait d'investiguer davantage? » Bien,
En fait, ça s'est passé avec mon aînée parce qu'elle, ben, tu sais, elle apprenait facilement, mais elle dérangeait beaucoup en classe. Elle avait des bonnes notes, mais c'était pas non plus des notes tout le temps des 100%, là. Tu sais, puis moi, je disais au prof, ben, elle s'ennuie, je pense, tu sais. Puis il me disait, ben, elle a 80, non, je pense que, tu sais, elle a encore des choses à apprendre. Je me disais, ouais, OK, mais bon, tu sais, puis elle était vraiment bougeante, ma fille, tu sais, elle me brassait de l'air. Puis à chaque année, les profs me disaient, elle a un TDAH, elle gigote. Puis j'étais comme, ben non, mais c'est parce qu'elle n'est pas assez stimulée. Puis bon. Puis en 4e année, là, ça allait plus du tout. Elle était déprimée, elle s'ennuyait, c'était vraiment, vraiment pas bien pantoute. Fait que là, on a dit, bon, OK, on va la faire évaluer. On l'a fait évaluer. Puis là, c'est sorti qu'elle avait une douance, puis un syndrome des exécutifs. En tout cas, ça ressemble au TDAH, mais sans le problème d'attention. Je comprends. Mais donc, quand même, elle était rendue en 4e année. Là, pour les parents qui nous écoutent et qui ont certains doutes, ça se peut que ça prenne plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose non plus qui nous saute aux yeux nécessairement parce que, tu le disais, une moyenne de 80, je veux dire, c'est très bon, mais c'est pas nécessairement ce ne sont pas nécessairement des enfants qui ont 100% tout le temps. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Fait que c'est ça, tu sais, ça peut être n'importe quel enfant. C'est pas toujours un enfant qui va avoir appris à lire par lui-même, tu sais, qui va être... Tu sais, on a des images un petit peu clichés du petit Einstein qui a tout compris par lui-même, qui joue de la musique à l'oreille de façon parfaite, puis tu sais, qui écrit des livres à 5 ans, puis tout ça. Ouais. Docteur Dougie. Oui, mais tu sais, si vous rencontrez mes enfants dans la rue, là, vous n'allez pas vous dire, c'est pas la première chose qui va vous traverser l'esprit nécessairement. Les autres sont doués, c'est sûr. fait que bon, maintenant que je connais ça, il y a des choses que j'aurais pu reconnaître. Tu sais, je voyais bien qu'elle avait de la facilité à apprendre, mais tu sais, quand on ne connaît pas ça, il y a plein d'enfants, je pense, qui passent sous le radar. Tu sais, puis je pense que comme parent, puis comme prof, ben, tu sais, on va suspecter chez l'enfant qu'il y a toujours 100%, mais c'est pas toujours eux. Ils peuvent être très bons, là, mais ils n'ont pas l'ensemble de caractéristiques qui va dire que, bon, ils sont doués. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Puis après, ben, ça a fait du sens, ça a expliqué bien des affaires, puis tout ça. Puis là, on a fait évaluer les autres parce que là, on voyait qu'il y avait des caractéristiques similaires. Puis bon, c'est venu comme ça, mais oui, ça a été comme ça pour nous. Ah, bien, je trouve ça vraiment intéressant de voir le parcours. Puis justement, c'est sûr que là, sachant que ta fille était douée, bien là, j'imagine, c'est ça, ça a sonné des petites cloches pour les enfants suivants. Mais est-ce que tu dirais que ça t'a permis vraiment de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire? Ah oui, complètement, complètement. Parce que, tu sais, à un moment donné, comme parent, tu te dis, ben là, je pense qu'elle s'ennuie parce que, tu sais, plein de raisons. Mais à un moment donné, si les profs te disent, ben là, regarde, elle a 80, ou ben là, ma fille, là, elle pouvait avoir 98 en maths, puis le mois d'après, 54. OK? Fait que, tu sais, c'est pas du tout évident que cet enfant-là était doué, là. Fait que je pense que, puis c'est pas tous les enfants, il y a des enfants doués qui performent tout le temps d'une façon extraordinaire. Il y en a des comme ça. Mais il y en a beaucoup qui sont en dents de scie. Si ça les intéresse pas, ils ne vont pas le faire. Ouais. S'il n'y a pas un bon rapport avec le prof, ça ne va pas le faire non plus. Fait que, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Fait que c'est ça. Oui, ça m'a aidé à comprendre comment ma fille fonctionnait, puis à aller voir l'école. Puis là, j'avais un rapport qui montrait ses forces, mais aussi ses faiblesses. Puis, j'ai pu dire, ben, ma fille, là, ben oui, elle est super forte dans telle affaire, mais là-dedans, là, elle est vraiment pas forte. Fait qu'il faudrait l'aider là-dessus, tu sais. Fait que, bon, puis, tu sais, comme parent aussi, l'attitude à avoir, la façon de la parentalité, ça change un petit peu des choses, tu sais. Bon, les recommandations générales sont les mêmes, là, on s'entend, mais des fois, tu sais, un enfant doué, ben, il faut qu'il adhère à la règle. Sinon, il va juste refuser de... Oui, il peut être en opposition quand même facilement. Puis compte tenu que souvent, il comprend aussi où est-ce qu'on s'en va avec ça, bien, rapidement, ça peut couper le lien, si on veut. C'est ça. Fait que pour nous, ça a été aidant. Puis pour les enfants, de comprendre la source de leurs difficultés. Parce que souvent, quand les enfants, puis il y en a plein, là, des doués qui ont un trouble d'apprentissage, fait que, ils sentent qu'ils ont du potentiel, ils sentent qu'ils apprennent vite, mais là, ils n'ont pas les notes qui vont avec. Puis là, ils sont comme... Ça peut miner l'estime de soi de façon terrible aussi, là.
Complètement, complètement. Tu sais, nous, notre fille, je pense qu'elle réalisait pas son potentiel jusqu'à temps qu'elle saute sa 5e année. Là, elle avait vraiment peur. Elle était comme, t'es sûre que je suis capable de faire ça? On a dit, oui, oui. Là, il y a une professionnelle, tu sais, qui t'a évalué, qui a signé. On avait parlé avec plein de monde. Ça, c'était correct. Puis là, elle rentrait en 6e année. Puis là, tu sais, je l'ai vue s'épanouir, là, sauter sa 5e. Elle rentrait en 6e, elle s'est épanouie. Parce que là, elle avait un défi. Oui, puis ce sont des années aussi quand même importantes. Là. Je veux dire, il y en a du matériel dans un an. Donc là, la marche était plus haute. J'imagine, justement, elle sentait le défi, les apprentissages. Il y avait un challenge, comme on dit. Il y avait un vrai challenge. Mais tu sais, comme adulte, tu sais, il faut se projeter là-dedans. Je veux dire, pour la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui aiment nos travails, nos carrières respectives, mais c'est parce qu'on a un challenge. C'est sûr. Je veux dire, si on faisait la même affaire à tous les jours, puis qu'on n'avait jamais aucun défi, puis c'est toujours pareil, je pense qu'il y en aurait beaucoup là, qui seraient en dépression, puis qui voudraient, comme, tu sais, qui dérangeraient leurs collègues, qui feraient des niaiseries. Je veux dire, c'est horrible. Tu sais, si t'es motivé puis tu as le goût, tu sais, t'as de la drive, tu veux faire des choses dans la vie, tu sais, je veux dire, toi, là, si tu interviewais la même personne à chaque jour, ça vient long. Ben, tu sais, t'aurais pas de drive. Là, t'en as une parce que tu découvres des choses, parce que tu rencontres des nouvelles personnes, parce que, tu sais, bon, c'est ça. Fait que c'est comme ça, là, notre vie d'adulte. Fait qu'il faut comprendre que pour les enfants, c'est la même chose. C'est sûr. Et à quel moment, donc, à la suite du diagnostic, tu as découvert l'organisme Haut Potentiel Québec? Parce qu'on le disait, la douance, on en parle, mais pas tant que ça, et pas non plus depuis 50, 60 ans. Je voyais l'organisme, là, ça fait 10 ans déjà que ça existe, mais ce qui est relativement peu aussi. Donc, pour aller chercher davantage d'informations, pouvoir discuter avec des professionnels, à quel moment tu as rencontré l'organisme? Bien, c'est au tout début. En fait, c'est la neuropsychologue qui nous a aiguillés vers ça. Elle nous a donné plein d'informations, des suggestions de livres à lire. Puis elle nous a dit, vous allez cheminer là-dedans. Puis, c'est bon de parler avec d'autres parents. Puis, d'avoir d'autres personnes qui vont vous dire par où ils sont passés, puis c'est quoi leur truc, etc. Donc, on est rentré là-dedans, puis ça a été super le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé cet organisme-là, puisque justement, il y avait une camaraderie, tu sais. J'ai entendu, puis ça m'a vraiment fait de la peine, des gens qui ne sont pas venus à l'organisme, puisque leur enfant avait genre pas des assez bonnes notes, puis ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais c'est important de le nommer. Que ça n'a rien à voir avec la note, là, pas du tout. Non, pas du tout. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment pas un club de haute performance, puis de regarde, moi, mon enfant fait ceci, ça, c'est pas ça pantoute. C'est super agréable. Tu sais, moi, j'ai rencontré plein d'autres parents, on a pu échanger. J'ai découvert que tu sais, moi, je me sentais bien unique là, dans mon drame d'avoir 3 enfants doués. Pas toujours facile à gérer. J'ai trouvé plein de parents qui vivaient exactement la même affaire. Puis on s'est échangé des trucs. Tu sais, on m'a aiguillée vers santé professionnelle. Donc, tu sais, pour moi, ça a été très aidant. J'ai découvert un réseau, en fait, au potentiel. Des gens qui connaissaient ça vraiment, puis qui pouvaient vraiment m'aider. Fait que ça a fait du bien. Ça a été cool. Je voyais sur le site web justement de l'organisme, bon, il y a plusieurs activités, mais une qui m'a particulièrement marquée parce que ça revient de façon régulière, c'est le midi causerie. Je pense que ça peut nous donner accès comme parents aussi à des professionnels de façon presque hebdomadaire. Oui, oui. Non, c'est vraiment un service, c'est assez nouveau, mais ça fonctionne très bien. Les parents aiment ça. Ça donne accès à 2 professionnels durant l'heure du dîner. Et puis, tu sais, c'est vraiment pas coûteux, là, c'est une dizaine de dollars. Puis, les parents, il y a une dizaine de parents, je pense, par rencontre qui sont admis. Puis, les parents peuvent poser des questions, tu sais, s'ils se questionnent sur est-ce que je devrais faire évaluer mon enfant, ça va servir à quoi? J'ai une évaluation. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment j'en parle à l'école? Tu sais, bref, toutes ces questions-là qu'on se pose tous. Mais là, il y a 2 professionnels qui sont là pour répondre. Donc, c'est vraiment, puis tu sais, c'est ça. C'est pas très coûteux. C'est pas, tu sais, c'est facilement accessible. Donc, je trouve que c'est vraiment le fun. Je pense que le fait aussi que ce soit quand même des moyens groupes, disons une dizaine de personnes, ça permet autant d'échanger avec des parents comme nous, mais d'avoir un accès relativement privilégié aussi aux professionnels qui peuvent répondre à des questions propres à nous, à notre réalité, à notre famille. Je me demandais, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que, bon, souvent, les enfants sont diagnostiqués
mettons, disons au primaire, certains au secondaire, mais je veux dire, les enfants vieillissent. Une fois que nos enfants vieillissent, est-ce qu'on doit quitter l'organisme? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, pas du tout. Puis, tu sais, c'est vraiment, on est en réflexion en ce moment, puis on fait grandir l'organisme, tout ça. Mais en ce moment, au début, c'était vraiment plus pour des parents, tu sais, pour discuter. Puis là, on s'est rendu compte, ben, t'arrêtes pas d'être doué quand tu as 18 ans. Donc, tu sais, on a créé ça s'appelle Jeune HP, Jeune HPQ, quelque chose comme ça. Puis là, c'est une gang de jeunes professionnels dans la vingtaine, 20-30. Ils se regroupaient, je pense, une fois par mois, puis il y a une page Facebook. Fait que ça, c'est toujours actif. Fait que ça, c'est là. Là, voyant le succès de ça, puis voyant comment les personnes qui avaient adhéré au groupe, ils trouvaient vraiment du plaisir, puis ça les aidait, c'est dit, mais comme adulte doué, là, on a encore des défis, là. Puis on a encore envie de jaser avec des personnes. Puis, tu sais, le milieu du travail n'est pas nécessairement tout le temps adapté pour les doués. Non, puis il y en a peut-être qui le sont aussi comme adultes, qui n'ont pas de diagnostic. Comme je disais, nous, il y a 30 ans, par exemple, mes parents n'auraient pas pensé à la douance, à vérifier, à faire des tests. Donc, potentiellement, qu'on côtoie plein d'adultes qui ont un haut potentiel intellectuel, puis ils ne savent même pas. Ils ont peut-être juste l'impression d'être jamais tout à fait à bonne place. Exactement. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, je me suis fait évaluer après mes enfants, parce que là, j'ai fait, ben là, c'est juste trop pareil comme moi, cette affaire-là. Moi, les trois, ça vient de quelque part. Oui, mais tu sais, j'entendais la neuropsy parler à chaque fois, puis tu sais, elle disait les caractéristiques, puis j'étais comme, ben là, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. En tout cas, je me suis fait évaluer, puis tu sais, puis pour moi, bon, je savais que j'avais de la facilité à apprendre, mais de le voir nommer, là. Bon, OK, ouais, c'est une douance, mais tu as aussi un TDAH, fille, ce que je savais pas, parce que la douance, c'est ça compense. Des enfants qui ont un TSA, des enfants qui ont une dyscalculie, une dyspraxie, un TDAH. Mais le fait que tu es doué, ben, tu es capable de compenser. Mais tu sais, ça te fatigue, ça te tire du jus. C'est sûr. Fait que tu peux pas vraiment exprimer ton potentiel parce que, tu sais, il y a aussi ce trouble d'apprentissage qui est là en même temps. Bref, pour moi, ça a changé ma vie là, complètement. Tu sais, moi, j'ai réorienté ma carrière. Ah oui? Oui. Fait que, tu sais, pour des adultes, ça peut changer quelque chose aussi d'avoir le diagnostic parce que en fait, c'est pas vrai, c'est pas un diagnostic. Oui, c'est ça. C'est toujours délicat, puis même des fois, on ne sait même pas quel terme utiliser. On entend parfois syndrome, tout ça, mais non, là, on ne le nomme pas comme ça du tout. Non, c'est une évaluation, c'est une identification. Tu sais, à la limite, c'est une habileté particulière. Oui, c'est ça, parce qu'on peut dire des gens, par exemple, qui ont l'oreille absolue en musique, d'autres ont un talent créatif, artistique hors du commun, mais le haut potentiel intellectuel, c'est la même chose, finalement, c'est juste une autre facette. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je sais pas, quand je pensais à l'entrevue qu'on allait faire, tu sais, je réfléchissais à des gens, puis là, tu sais, je me disais, mais tu sais, André Degrasse, le sprinteur extraordinaire, je pense que la première fois, il courait avec des chaussures pas de lacets, puis il était sur un terrain. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait « Hey, attends, il court vraiment vite, lui! » Il y a quelque chose là. Oui! Puis qu'il l'a pris sous son aile, tu sais, puis qu'il l'a entraîné. Mais le haut potentiel, c'est la même affaire. Tu sais, tu peux savoir que, bah ouais, moi, j'apprends vite, tout ça. Bon, ça se peut que, tu sais... Mais ça reste comme ça. C'est ça. Mais ça se peut que tu aies une habileté particulière, mais si personne t'identifie, si personne te le dit, puis si personne te met dans les conditions de le développer, ben, je veux dire, tu vas faire, tu vas faire une vie ordinaire, puis à la limite, ça paraîtra presque jamais, tu sais. Fait que, oui, à la question, est-ce qu'il y a plein d'adultes qui sont doués puis qui ne le savent pas? Oui. C'est sûr. Ah oui, hein, clairement. Mais je pense qu'en même temps, il n'est jamais trop tard. S'il y en a qui nous écoutent et qui ont certains doutes pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, en allant sur le site de l'organisme, on peut trouver, entre autres, des quiz qui nous aident à l'identification, qui vont nous amener à se poser certaines questions. Peut-être s'inscrire aussi, justement, aux midi-causeries pour pouvoir en discuter, poser des questions. Et après, si on souhaite être évalué, puis je pense que l'évaluation, il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose qui va nous ajouter de la pression, parce qu'on dirait qu'il y en a qui se disent une fois que le mot est nommé, c'est une catégorie, mais non, c'est à nous après de voir qu'est-ce qu'on veut en faire. Et à la limite, si le fait de le nommer, ça nous aide à être mieux
à l'intérieur de nous-mêmes, à mieux se comprendre, à justement, tout à l'heure, j'aimais ça, tu nommais le fait, quand la neuropsy a dit telle chose, je me suis reconnue. Ben, se sentir reconnu, se sentir, tu sais, normaliser aussi ce qu'on vit, voir qu'il y en a d'autres qui sont comme nous, c'est déjà énorme. Ah oui, complètement. Complètement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, faut le voir comme un processus, tu sais, qui te permet de mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre comment tu fonctionnes, qui tu es, c'est quoi tes défis, c'est quoi tes forces, tu sais, puis fait que c'est ça. Fait que c'est aidant, là. À mon avis, en tout cas, je connais personne qui est ressorti de cet exercice-là en se disant ah, non, j'aurais aimé mieux pas savoir tel truc. Tu sais, pour moi, c'est vraiment aidant. Tu peux construire là-dessus. Et après, tu es capable d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des professionnels. C'est comme un départ, l'évaluation. Tu sais, c'est OK, bon, j'ai tel défi, mais tu sais, je vais aller chercher un orthophoniste, un orthopédagogue, un ergo, je vais aller, je sais pas, gérer mon anxiété avec du yoga. Peu importe, mais c'est ça, selon toi, le bouquet de compétences puis de forces que tu as, tu sais, donc c'est ça. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde, tu sais, ça, c'est la grosse difficulté, tu sais. Il y a plein d'enfants, tu sais, qui sont doués puis qui sont pas identifiés. Puis comme on a dit, ben il y a beaucoup de ces enfants-là qui ont un trouble d'apprentissage associé. Fait qu'ils vont pas nécessairement tu sais, sortir du lot dans une classe. Tu sais, ça prend des profs qui sont bien formés, qui sont capables de les identifier, mais il n'y a pas beaucoup de formation sur la douance qui est offerte aux profs encore. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à travailler là, parce que c'est dommage. C'est pas une histoire, la douance, de... ça tombe pas juste dans les familles bien aisées. Là. Ça tombe non, c'est ça. Ça ne va pas choisir un milieu. Puis je peux comprendre qu'un enfant qui est dans un milieu plus défavorisé, c'est peut-être pas non plus d'emblée quelque chose qui vont vérifier, faire des recherches. Puis on le dit aussi tout à l'heure, avoir une expertise, avoir accès à ces experts-là, au-delà de l'argent, c'est du temps. On le sait maintenant, les listes d'attente souvent débordent. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des questions, les parents, je pense, n'hésitez pas à aller les poser à l'organisme Haut Potentiel Québec, que ce soit en vous suivant d'ailleurs sur la page Facebook, on apprend plein d'affaires. Je trouve ça super intéressant. Le site web peut nous aider. Puis, des fois, simplement de poser quelques questions pour se faire orienter pour décider est-ce qu'on l'a fait, l'évaluation ou pas, puis peut-être de ne pas avoir peur, hein, même si on l'a, le diagnostic, ou entre guillemets, on l'a dit tantôt, c'est pas un diagnostic, mais le fait de le nommer ou l'étiquette, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif, mais plutôt peut-être un outil supplémentaire dans notre sac à dos pour nous propulser à peut-être réorienter notre carrière ou faire quelque chose qui nous correspond encore plus. C'est ça. Je pense que c'est un cadeau qu'on se fait, de mieux se connaître, puis d'accepter de découvrir vraiment qui on est. Fait que non, c'est pas une étiquette. Puis, tu sais, après, tu fais ce que tu veux avec, hein. Tu sais, même si on dit « Hey, tu es doué », ben, t'es pas obligé de devenir, tu sais, Einstein ou autant. Non, mais je veux dire... Oui, je comprends. Tu fais ce que tu veux avec, puis les gens expriment leur douance de façon vraiment très différente. Là, j'en connais plein, puis ils font toutes sortes de métiers, mais vraiment très variés, puis ils l'expriment de façon très différente. Il y en a que c'est dans l'art, il y en a que c'est dans d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est pas ah non, je vais devoir m'inscrire à l'université en ingénierie. Oui, en sciences, ou mon enfant deviendra un astronaute, ou... Exactement. Non, pas nécessairement. Il faut sortir de ces stéréotypes. Il jouera du violon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ben, peut-être, mais pas nécessairement. On le sait pas. Il y en a, mais tu sais, c'est pas une obligation. Bref, c'est à chacun de se découvrir. C'est un cadeau qu'on se fait. Puis, tu sais, oui, tellement. Tu sais, la page Facebook de HPQ, c'est un endroit où on partage de l'info. Il y a beaucoup de parents qui nous posent des questions là-dessus. Il y a des parents qui nous écrivent à l'adresse info, puis on répond toujours, on donne des références, des parents qui cherchent des professionnels ou qui se posent des questions. Donc, on a des gens qui surveillent ces adresses-là, qui peuvent y répondre. Les Midi Douance, pour le prix, c'est vraiment un accès exceptionnel à des
professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Fait que ça, c'est complètement génial. Là, on travaille à remettre sur pied des cafés-causeries pour jaser entre parents, ce qu'on faisait avant la pandémie. Donc, bref. Bref, ça bouge beaucoup. On n'hésite pas. On visite autant les réseaux sociaux. Sinon, sur la page, on a de l'information. On peut même vous écrire. Là, moi, pour la demande d'entrevue, je vous écris. On a eu une réponse rapidement. Donc, on n'hésite pas à vous contacter. Merci beaucoup, France, pour l'entrevue ce soir. En cette fin d'épisode, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Instagram à la hauteur de nos tout-petits. Vous allez y retrouver des citations, d'autres conseils, des extraits inédits pour continuer à s'accompagner, à s'aider dans notre quotidien de parents. Merci à mes invités aujourd'hui, Catherine Simon-Paquet et Juliette François-Sivigny, également à France Mansour pour le segment Coup de cœur. Je vous rappelle, elle est sur le conseil d'administration de l'organisme Haut Potentiel Québec. Vous allez retrouver les liens pour les réseaux sociaux, autant de l'organisme que des filles, sous la publication. Allez voir ce qu'elles font. Ce sont des vulgarisatrices incroyables. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Je m'appelle Maggie Bélanger et j'aime bien ça vous retrouver chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!